Bienvenue dans School TV le MAG. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales et nationales. Marine Plantet qui est à mes côtés. Salut Marine. Bonjour. Et aujourd'hui, on vous plonge dans l'univers du basket à l'image de Victor Wembanyama. De plus en plus de Français réalisent leur rêve de jouer au basket aux États-Unis dans la meilleure ligue du monde. Pourquoi la NBA est-elle si attirée par les talents français? Focus sur des stages de basket dans les Yvelines encadrés par d'anciens joueurs NBA. Quels bénéfices le basket apporte-t-il aux élèves dans leur parcours scolaire? Comment concilier sport de haut niveau et études, optimiser son emploi du temps et progresser physiquement, mentalement et même émotionnellement? Élément de réponse dans cette émission. Et comme à chaque fois, il y a une loupe. Et aujourd'hui, de quoi nous parles-tu, Marine? Aujourd'hui, je vous parle d'une association sur le basket qui s'appelle le Lefty Show. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël Mokongo, joueur de basket, responsable de l'organisation de stages de basket. Pour commencer, pourquoi avez-vous décidé d'organiser des stages de basket? Tout d'abord, merci encore de m'avoir sur l'émission. C'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous. J'organise des stages de basket parce que je suis ancien sportif de haut niveau et donc forcément une volonté de transmettre différemment à travers plusieurs manières de faire les choses et notamment là sur ce principe-là des stages de basket pour essayer d'accompagner des gamins qui ont un rêve de devenir sportifs de haut niveau, qui ont envie d'être accompagnés. Et donc voilà, on organise des stages de basket et aussi sur l'ensemble de l'année, des suivis assez spécialisés sur chaque gamin qui a envie de se développer pour atteindre le haut niveau. Donc on essaie de les accompagner et on les place aussi dans les clubs. Donc voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et c'est le public exactement, c'est à quel public est-ce que c'est destiné exactement? Alors c'est à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, que ce soit les garçons ou les filles. Et puis après, en dehors de ça, j'accompagne aussi des athlètes de très haut niveau, qui sont beaucoup plus âgés, qui sont des joueurs confirmés. Donc voilà, on a un accompagnement en général global autour de ça. C'est large. Donc voilà. Et vous concernant, est-ce que vous aviez un rêve? Est-ce que vous l'avez réalisé ce rêve? Oui, alors mon rêve, c'était d'être sportif de haut niveau. Depuis petit, j'ai toujours voulu faire du basket. Donc la genèse elle part depuis mon père qui fut un ancien sportif. Tout le monde se rappelle des Jeux 92, la Dream Team qui a impacté un petit peu tout le monde. Donc mon père, à son retour, il a amené un panier de basket. Donc du coup, c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à jouer. Et donc voilà, franchement, je remercie énormément mon père parce que je fus une personne très introvertie au départ. Et le sport m'a permis vraiment de m'ouvrir et d'enlever ce côté un peu timide que j'avais. Est-ce que vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans, vraiment une famille sportive. Mes frères aussi jouent au basket, donc voilà, et moi vraiment ce parcours m'a vraiment bonifié dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le développement humain, que ce soit dans la gestion de mes émotions, que ce soit... Voilà, tout simplement gérer les difficultés au quotidien parce que la vie d'un sportif de haut niveau, il y a des échecs, il y a des moments de joie, donc il faut savoir gérer tout ça. Et puis aussi également, ça m'a permis de m'adapter, ça m'a permis de comprendre que c'est important de travailler, d'avoir une éthique de travail, voilà, d'avoir une force de résilience dans tout ce qu'on fait. Et encore une fois, c'est des valeurs qui sont transposables dans la vie de tous les jours. Et donc c'est pour ça, pour moi, le sport, c'est pas que pour les athlètes de haut niveau, c'est pour tout le monde le sport, en réalité, parce qu'on en a tous besoin. Ouais, il y a des bénéfices personnels. Un peu partout, voilà. Donc tout le monde peut trouver un peu son compte à ce niveau-là. Et vous avez pu mener votre scolarité de front en même temps que le basket, les entraînements? Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un proviseur qu'aujourd'hui j'appelle comme un papa, Monsieur Collin, je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, nous on était déjà très avancés en termes de basket, avec un ami à moi, Thabo Sefolosha, qui a joué à NBA. Donc au fait, l'école et autour de ça, le centre de formation de Chalon-sur-Saône, ils ont mis en place une structure assez... Voilà, j'ai envie de dire privilégié pour nous, où on avait des cours supplémentaires justement, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école comme les autres gamins. À 15 ans, on s'entraînait déjà un peu avec les pros. Donc on a eu cette chance-là. Aujourd'hui, les choses se démocratisent différemment aussi, dans le sens où, par exemple, il y a des enfants qui font l'école en ligne pour devenir des sportifs de haut niveau. Et nous, on l'a fait sur place, mais sauf que le programme, il a été adapté. J'ai quand même pu avoir mon diplôme en business marketing en ayant fait
ce parcours-là comme ça. Donc le double projet existe aussi, mais tout dépend de comment on peut l'organiser. Donc voilà, nous on a eu énormément de chance, hein, franchement. Et à quel âge est-ce que vous avez compris que ça devenait une vocation plus qu'une passion? Pour moi, ça a toujours été une passion. Ça a toujours été une passion, en fait, pour moi, même quand je suis devenu un sportif de haut niveau. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà, les gens voyaient déjà en moi une possibilité de devenir un sportif de haut niveau. Arrivé à l'âge de 14-15 ans, je crois que là, c'était devenu réel. Je survolais un petit peu déjà les débats ici en France. J'étais considéré comme un des tout meilleurs jeunes joueurs européens. J'ai pu participer par exemple à la Hoop Summit qui était voilà, tous les meilleurs joueurs européens qui allaient aux États-Unis jouer contre les meilleurs Américains. Le premier qui l'avait fait, c'était Tony Parker. Et ensuite, c'était moi en deuxième. Donc voilà, à partir de là, je comprenais qu'il y avait quelque chose de sérieux à faire à ce niveau-là. Et non, c'était vraiment cool. Et aujourd'hui, vous continuez à jouer? Non, plus du tout. Je m'entraîne toujours. Parce que pour le plaisir? Pour le plaisir, et puis les gamins que j'accompagne, parce qu'ils ont tendance à vouloir chambrer des fois. Donc de temps en temps, il faut leur montrer qu'on est encore en place. Et pour petite interlude de JO, parce que c'était quand même assez exceptionnel, on a tenu tête aux USA quand même jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une victoire pour l'équipe de France? Bien sûr. Vous, personnellement, ça vous a fait rêver? Bien sûr, on a toujours rêvé encore une fois de ces finales-là, la France contre voilà, les Américains. C'est la deuxième fois qu'ils se sont affrontés en finale des JO. Aujourd'hui, le basketball se développe énormément bien en France. On a pu le voir avec le dernier draft, Victor Wembanyama, qui est vraiment une locomotive pour le basketball français. On a vu récemment sur le dernier draft Zachary Rizaché, également Olivier Sarr. Aujourd'hui, la France, c'est un des pays où il y a plus de représentants en NBA. On le voit aussi au niveau international, par exemple l'Euroleague, où Monaco et l'Asvel, et aujourd'hui Paris Basketball, qui sont des vraies locomotives du basketball français. On le voit aussi sur les sections jeunes, l'équipe de France, que ce soit féminin ou masculin, qui se portait très bien. Voilà, aujourd'hui, je pense que si tu veux jouer au basket, viens en France, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on peut dire que Victor Wembanyama, c'est la plus grosse attraction en NBA depuis Michael Jordan? Alors, Michael Jordan, ça remonte de très très loin. J'ai vraiment pas souvenir de ça. Moi, j'ai plutôt grandi avec Kobe. Mais je dirais que depuis LeBron James, parce que LeBron James est parti depuis la high school, c'était vraiment le joueur qui avait une notoriété déjà depuis la high school pour arriver en NBA, c'était juste phénoménal. Et lui, c'est un petit peu ça, parce qu'à l'époque, quand il jouait en France, les Américains diffusaient les matchs de Paris ici en France, aux États-Unis, c'est quelque chose de dingue. Et donc c'est vrai que non, c'est une vraie locomotive et on est chanceux de l'avoir. Et il faut bien le protéger, bien l'entourer. Toi, tu mesures un avant et un après du point de vue des stages, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'adhésion depuis l'apparition de Victor Wembanyama? Alors, ça fait 3 ans qu'on a lancé ce projet-là. Cette année, on a vraiment envie de le pousser plus. Ce qui est sûr, c'est que les gamins sont de plus en plus intéressés. On a eu, par exemple, 35 gamins sur la semaine du camp. Nous, on a une vraie volonté, c'est de travailler sur la qualité. Parce qu'on sait que voilà, les stages en général, quand tu prends beaucoup de gamins, tu ne peux pas travailler sur la qualité. Et donc on essaie de faire sélectionner. Nombre, exactement, de prendre des profils qui sont assez homogènes et des garçons ou des filles qui sont intéressés au sport et de les développer, de les entourer. Voilà, de tout ce qui est important autour du sport, par exemple un coach mental, par exemple une nutritionniste, voilà, un petit peu tous ces paramètres qui vont leur permettre justement de se sensibiliser là-dessus, parce que je pars toujours du principe où l'éducation, ça commence tôt. Il y a une éducation à travers le sport et des valeurs de résilience, de travail, de dépassement de soi qui sont fondamentales. Et en quoi vos stages, justement, se distinguent des stages habituels dans le basket? Justement, la qualité de travail, le point d'honneur sur justement les petits groupes. Des personnes de qualité comme Xavier Corozine, qui est un coach mental qui accompagne justement les gens à ce niveau-là. On a aussi des coachs de renommée comme Radunovic qui a joué à NBA. On a eu Mike Pietrus qui était venu sur le camp, Kevin Serafin qui sont des anciens joueurs NBA. On a une diététicienne, une kiné qui est là sur place qui accompagne ces gamins-là. Donc voilà, c'est complet. C'est assez complet justement pour éveiller leur conscience, leur conscience plutôt, et les pousser vers ce chemin-là. Et puis vous le savez très bien, on a une population qui est de plus en plus sédentaire et il est important, très important, de pousser les gamins à faire du sport parce qu'on les préfère dans les salles de sport que derrière un téléphone,
dans la rue en faisant n'importe quoi. Donc c'est aussi important. Justement, je vous propose qu'on regarde un extrait des camps que vous proposez. Ok. C'est la jambe droite qui s'arrête, la jambe gauche là-bas. Go! Il le fait très bien, regarde. Regarde. Non, jambe gauche. On recommence. Jambe gauche avant. Jambe gauche. Jambe gauche. Hop, hop. Allez, go. Hop, hop. Hop, hop. Poser, repartir. Go. Allez, go. Hop, hop. Allez, repart. Hop. Go. Hop. Main droite, pied droit. Regardez le changement de rythme. Go. Accélère. Hop. Hop. Change. C'est ça que moi je veux. Hop, hop, changer, accélérer. T'es beaucoup trop debout. T'as vu comment il descend les fesses? Son genou, il est au sol. Comme ça. Même moi. Après, je reviens et après, j'accélère. Allez, go. Hop. Bien, très bien ça. Très bien. Go. Hop, hop. Bien. Hop. Bien ça. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Non, jambe gauche. Si la balle est sur ta main gauche, c'est la jambe gauche. Go. Hop. Mickaël, quelque chose m'interroge sur cette vidéo. Oui. On ne voit pas de filles. Forcément, je vous pose la question. Quelle est la place des filles dans vos stages? Vous en accueillez? Bien sûr, elles ont leur place. C'est simplement qu'on n'a pas eu des filles qui sont venues, mais nous, on est ouvert à tout le monde. Les femmes, elles ont leur part dans, leur part dans la société, donc c'est important aussi pour nous. Donc on invite autant les femmes que les garçons à venir à nos stages. Nous, il n'y a pas de préférence à ce niveau-là. Et alors, Marine, qui a fait du basket, me disait en off que ça peut être une problématique pour les filles, passer un certain cap, parce qu'il n'y a pas d'équipe dans leur secteur à laquelle elles peuvent adhérer. Est-ce que c'est une problématique qui persiste? Non, pas du tout, pas aujourd'hui. Le basket a évolué à une vitesse vertigineuse. Je crois que les grandes instances du sport comprennent qu'il est important de donner la place aux femmes dans cette société et dans le sport. Et aujourd'hui, on voit vraiment des jeunes dames, le basketball féminin qui se porte très très bien. Donc là, c'est peut-être une concours de circonstances, mais aujourd'hui, non, le basket féminin se porte plutôt très bien. Ok. Et j'ai vu également que vous proposiez des stages de yoga. Oui. Pourquoi? Le yoga parce que c'est une pratique qui t'amène à méditer, qui t'amène à comprendre un petit peu comment ton corps il fonctionne. Et bien évidemment, ça va t'aider aussi sur la souplesse, sur un terrain de basket, à être beaucoup plus mobile, plus agile. Donc bien sûr, sur la longévité. Par exemple, il y a un garçon comme LeBron James, qui aujourd'hui à 39 ans arrive toujours à jouer à NBA parce que il y a ce travail-là qui est fait à côté. Donc c'est pour aussi apprendre aux gamins que le sport, ce n'est pas que sur un terrain de basket, mais c'est autour de la nutrition, c'est autour des étirements, c'est autour de ton alimentation, le sommeil, c'est autour de l'aspect mental, comment tu entoures un petit peu ton quotidien, qu'est-ce que tu écoutes. Donc voilà, on essaie vraiment de les sensibiliser. Je pars du principe. Ils sont réceptifs à ce genre d'atelier, ils sont plutôt... Bien sûr. Après, il faut toujours leur expliquer pourquoi ils le font. Ça reste quand même des jeunes ados, donc il faut leur expliquer les choses. C'est pour ça que les éducateurs qui sont là en place, ils ont un rôle important. Vous savez, chaque être humain, surtout un adulte, sur le développement d'un gamin, il a un rôle super important. Donc il faut faire attention à comment on leur parle. Il faut savoir adopter la bonne méthodologie, la bonne pratique pour pouvoir les sensibiliser et les amener avec nous, parce que finalement, le projet, c'est autour d'eux, c'est pas nous, au fait. Donc, et il y a un atelier sur les blessures aussi. Ça consiste en quoi? C'est la prise de conscience sur le corps, sur les difficultés qu'on peut avoir physiquement, et justement pour les pousser à faire ce travail de renforcement, un travail athlétique. Aujourd'hui, le sport est devenu tellement athlétique. Et donc sur mon camp de basket, on a une pointure qui est Michel Gillot, qui a travaillé longtemps avec l'INSEP, qui a eu beaucoup d'athlètes olympiques. Donc il est là aussi pour les sensibiliser sur ces thématiques. Donc on essaie
les accompagner au mieux. Et qu'est-ce qu'ils apportent concrètement, ces joueurs de NBA, lors des stages? Déjà, qui sont-ils? Qui sont ces anciens pros? Il y a eu Michael Pietrus et Kevin Séraphin qui sont venus. On a eu aussi Milan Barbic qui joue en Pro A ici pour le club de Nanterre. Ce qu'ils apportent, c'est leur expérience. Et ils apportent aussi le partage selon les questions des gamins. Ils partagent aussi avec eux des entraînements. Et je crois que c'est important pour un jeune athlète, peu importe le sport qu'il fait, mais là on parle de basket, donc de rêver en voyant des gars comme ça qui ont joué en NBA, de voir un petit peu la mesure et de les impacter positivement. Et ces joueurs, selon vous, qu'est-ce qui les motive à intervenir dans une petite ville en France comme ça? C'est la bienveillance. Ouais. C'est la bienveillance. La transmission? Bien sûr, la bienveillance, la transmission. Et puis les athlètes, entre nous, en général, on a envie d'aider les jeunes parce que nous aussi, on nous a aidés avant. Moi, avant, quand j'ai commencé le basket, j'ai eu des mentors comme Stanley Jackson, Corey Crowder, qui a joué en NBA. Donc voilà, c'est un chemin qui est tout à fait normal. Et puis, on doit tous s'entraider. On n'arrive pas à quelque chose tout seul. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi ces garçons-là pour qu'ils viennent impacter ces jeunes joueurs. Et en France, on coach comme aux États-Unis? La méthodologie, la pédagogie, elle est forcément différente parce que c'est une question de culture. Mais maintenant, ce qui est important dans le basket, c'est d'apprendre les fondamentaux du basket et changer les mentalités des joueurs. Le mindset, il est très important et leur donner voilà, les outils qu'ils ont besoin pour performer. Ne bougez pas, Mickaël, on passe à la loupe. Et Marine, tu nous parles d'une association, le Lefty Show. Tout à fait. Donc, c'est une association qui a été créée en 2020 à Melun, en Seine-et-Marne. Elle est portée par le club de basket local, dont l'objectif est d'initier les débutants au basket à travers des stages accessibles à tous. Le Lefty Show est composé d'une équipe de choc. Il l'appelle le Lefty Squad. Il rassemble les meilleurs talents de l'association qui parcourent la France chaque été pour participer à des tournois. Et ils organisent également le Lefty Draft. Et donc, draft, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veut dire repêchage en anglais. Tout à fait. Et vous en parliez tout à l'heure, Mickaël. La boucle est bouclée. C'est un événement qui est purement inspiré de la draft de la NBA aux États-Unis qui a lieu chaque année à New York. C'est le moment où les plus grands espoirs du basket se réunissent pour atteindre leur rêve, se faire repérer et rejoindre la NBA. Sur le même modèle, le Lefty Draft permet à de jeunes joueurs ambitieux qui n'ont pas la possibilité de passer par les circuits traditionnels de la Fédé d'obtenir l'opportunité de révéler leur potentiel. Une initiative qui démocratise l'accès à haut niveau et fait rêver. Hilario Silva est le fondateur de cette association et il a justement partagé avec nous les raisons de son lancement. On écoute. Cette idée m'est venue tout simplement parce que je suis un passionné de basket, déjà de 1. J'ai moi été aussi ancien rebasketteur. J'ai joué principalement dans les divisions inférieures, donc National 3, National 2, en division belge aussi. Et j'ai été formé aussi au club du Mets-sur-Seine, donc de l'agglomération de Melun. Donc pourquoi j'ai créé cette structure, c'était surtout pour pouvoir me dire, plus jeune, j'aurais bien voulu avoir en tout cas une association qui m'aide à me faire voir par des centres de formation et pourquoi pas avoir des opportunités. Et aussi me dire que pendant les vacances scolaires, je peux faire une semaine de stage quelque part et m'entraîner intensément avec mes amis, quoi. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de créer le Lefty Show, quoi, tout simplement. Pouvoir créer des opportunités déjà dans ma zone, donc le 77 Sud, la Seine-et-Marne Sud. Et grâce à ça, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas le faire maintenant, quoi, tout simplement, car j'ai pu me créer un réseau grâce à ma carrière. Et ce réseau m'a aidé à développer donc cette structure. Et Mickaël, vous pensez quoi de cette initiative, le Lefty Show? Ça peut venir compléter votre offre? Non, c'est de bonnes initiatives. Tout ce qui est autour du sport, c'est forcément bien pour les gamins. Et non, je soutiens ça et je souhaite vraiment beaucoup de courage. Et en espérant que ça va se développer davantage, mais on voit de plus en plus de personnes qui font ça. Et ça peut être que bien. Pour revenir sur les bénéfices éducatifs pour les enfants et même sur le développement personnel, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement dans le parcours scolaire, par exemple, en termes de qualité, la concentration, le goût de l'effort Le goût de l'effort, canaliser ses énergies, comprendre que dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Et que des fois, le chemin n'est pas linéaire, en fait, il y a des hauts et des bas.
Et il faut s'accrocher. Plus c'est difficile, plus il faut s'accrocher. Et plus ça va, plus il faut faire attention. Donc voilà. Et puis une notion par rapport au basket, par exemple, cette notion de collectivité, travailler avec les autres aussi, parce qu'on est dans une société où on a besoin des uns et des autres. Le don de soi par rapport au basket, encore une fois, pourquoi? Parce que des fois, on va faire un système, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour le copain. Ça ne nous valorise pas directement. Exactement, donc avoir aussi le don de soi. Donc il y a tellement de valeurs à travers le sport. L'humilité, en fait. Bien sûr que voilà, pour moi, le sport, c'est important pour tout le monde, au fait, pour la santé, pour le bien-être, pour le sommeil. Encore une fois, je mets l'accent sur ça. Je crois qu'il faut sanctuariser le sport, la pratique du sport en France, parce que c'est tellement fondamental, c'est vital, au fait. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, dans les cours traditionnels de sport, en tout cas la façon dont on l'implémente dans les écoles, les cours de PS, c'est pas suffisant, quoi. J'ai été comme vous étiez à l'école, tout comme moi. En général, les profs qui sont à l'école, bon, on va dire qu'il n'y a pas de passion autour de ça. C'est un peu mécanique. Voilà, c'est un peu mécanique. Et les gamins, il faut les inspirer. Et c'est pour ça que la posture de l'éducateur qui est derrière, qui fait tout ce qu'il fait à travers le sport, il doit avoir une manière d'impacter les gamins autour de ça. Néanmoins, il doit y en avoir des... Enfin, j'imagine moi, j'en ai pas forcément eu, mais il en existe des profs de PS investis et passionnés. Personnellement, moi, j'ai pas été... Est-ce que ça dépend vraiment de l'humain ou est-ce que c'est plus tout le système Bien sûr qu'il y a le système qu'il faut repenser, ça on le sait tous, parce que les enfants ne pratiquent pas assez de sport. À l'école, je crois que c'est 1 heure, je crois, il me semble, 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça, déjà, c'est pas à l'école. À l'école, ils pratiquent... Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Il me semble que c'est un peu plus. 1 demi-heure, je pense pas, mais oui. Un cours, c'est au moins 1 heure. Oui, 30 minutes ou 1 heure maximum. Par jour? Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Est-ce qu'on devrait s'inspirer un peu plus, par exemple, des États-Unis? On sait que, pour le coup, le sport, ça a un vrai impact sur l'obtention de bourses. Ça a un vrai impact sur les résultats. C'est peut-être aussi une motivation que nous, on a moins, puisqu'on se repose un petit peu moins sur les résultats sportifs, sur les bulletins scolaires. Bien sûr, il faut avoir une vraie réflexion autour de ça. On espère qu'à travers les Jeux Olympiques, par exemple, ici en France, ça va pousser les gens à faire plus de sport. Qu'il n'y ait pas juste cet effet, voilà, les Jeux qui sont arrivés, et puis après, derrière, on retourne un petit peu dans nos travers. Je crois que vraiment, voilà, tout le système français, on doit essayer de réfléchir autour de ça. C'est vraiment un pays de sport. Et il faut améliorer voilà, la structure pour que les personnes qui sont en place puissent mieux travailler et sensibiliser les gamins voilà, sur la pratique sportive. Et à votre échelle, vous sentez quelques changements, un sursaut peut-être, post-JO? Pas vraiment. Non, je trouvais que déjà dans le basket, ça évoluait déjà. C'est déjà avant? Oui, ça a déjà bien évolué. Les mentalités changent à travers, par exemple, les réseaux sociaux où les gamins ils voient plus de choses et ils ont envie de plus de choses. Et les parents qui sont aussi de plus en plus investis aussi. Donc voilà, mais c'est plutôt voilà, le concept en général ici en France à l'école qu'il faut le repenser. Et plus concrètement, comment est-ce qu'on concilie sport de haut niveau et études? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour optimiser son emploi du temps? Ou du moins... Pas forcément sport de haut niveau, mais pour ceux qui voudraient l'intégrer à haute intensité. À haute intensité. Moi, je peux que parler de ce que je sais. Nous, on a eu la chance, encore une fois, d'avoir voilà, une organisation qui a pu s'adapter à chacun de tous les gamins qui étaient à l'école en fonction de leur parcours. C'est sûr que si tu veux vraiment faire le sport à haut niveau, parce que ça prend du temps, ça demande de l'investissement, il faut structurer le programme. Des fois, ça peut se passer avec moins d'heures de cours pendant la semaine et des cours le week-end. Des fois, ça peut se passer aussi par le fait que les gamins aujourd'hui, ils font des écoles en ligne, justement pour avoir plus de temps pour aller faire du sport et aussi pour faire un parcours scolaire mais plus lent, que ce soit plus court. Par exemple, aux États-Unis, on ne va pas à l'école jusqu'à 18h, par exemple. À 14h, c'est terminé l'école aux États-Unis. Les gamins ils peuvent aller faire du sport, ils peuvent aller faire autre chose. Donc, le programme scolaire, il est aussi lourd en France. Donc, ça ne facilite pas les choses. C'est pour ça qu'il y a ces autres options dont je viens de citer. Et c'est ce qu'on a pu bénéficier nous aussi. Mais le double projet, il est extrêmement difficile. Il faut vraiment être focus. Il ne faut pas avoir envie d'aller en boîte de nuit tous les week-ends. Parce que sinon, c'est difficile. Et la place des mentors dans tout ça, j'imagine que c'est fondamental. Vous avez eu des mentors? Quand j'étais jeune? Oui.
Oui, bien sûr. Déjà mon père, Oui. je suis un ancien sportif. Oui. Le fait que j'ai pu voyager dans différents pays très tôt, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont inspiré. J'ai parlé tout à l'heure de Stanley Jackson et Corey Crowder. Et ça vous apprenait quel type de leçon d'avoir des mentors? Franchement, la chose la plus importante pour moi, c'était ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, il faut que tu donnes les moyens de le faire. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Kobe Bryant à 17 ans, paix à son âme. Dans quel contexte? J'ai été invité aux États-Unis pour justement le Hoop Summit, où c'était les meilleurs jeunes joueurs européens contre les meilleurs jeunes américains. Et puis après, on est parti voir un match. Et j'ai eu encore la chance de rencontrer son cousin avec qui on a joué ensemble à Chalon-sur-Saône. Donc j'ai été au mariage de son cousin. Donc on a vraiment passé 2-3 jours ensemble avec lui. Et j'ai été impacté parce que nous, on voit les choses à la télé. Au fait, j'ai vu un de ses entraînements qui a duré 6 heures. Mais je me suis dit, au fait, c'est normal qu'il soit ce qu'il est, au fait. Parce que c'est tout ce qui va... C'est une vie dédiée, quoi. Exactement, il est dédié, sa vie elle est complètement dédiée au basket, au fait. Tous les jours, il mange basket, il dort basket, il fait que ça, le gars. C'est militaire. Donc, exactement. Et donc, non, ça m'a impacté positivement, ça m'impacte toujours aujourd'hui. Et je crois qu'il a impacté énormément de gens, Kobe Bryant. C'est quoi votre meilleur souvenir de carrière? Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y en a pas un de plus marquant? C'est difficile à dire comme ça. Si je dois dire quelque chose de marquant, peut-être les années où on a gagné des titres. Par exemple avec Monaco, où on a pris Monaco depuis la 3e division jusqu'en 1re division. Mon parcours à Chalon, où vraiment c'est un club familial. J'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont fait grandir. J'ai tendance à dire que le basket ou le sport, ça a été une prison pour beaucoup de personnes. Prison? Une prison, oui. Pourquoi? Parce que les gens ils trouvent que c'est difficile. Les gens ils trouvent que faire ces efforts-là, ça demande beaucoup d'énergie. Et pour d'autres personnes, c'est compliqué de faire du sport à outrance. Mais pour moi, ça a été un passeport pour la vie parce qu'en ayant fait du sport de haut niveau, j'ai obtenu la nationalité française à travers le sport. Ça m'a permis de voyager dans beaucoup de pays. Ça m'a permis de vivre de ma passion. Ça m'a permis d'apprendre que j'étais un garçon introverti et que ça m'a ouvert aux gens. Ça m'a permis d'avoir des limites avec ce que je fais dans ma vie, que ce soit dans le sport et dans la vie de tous les jours. Et au fait, il y a tellement de bonnes valeurs autour du sport. Au fait, je peux pas vous dire. C'est infini. Voilà, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je relève. Vous dites que vous êtes introverti. Et c'est vrai que vous avez l'air plutôt, en tout cas, une force tranquille. Est-ce que sur le terrain, vous vous transformez? Vous êtes comment? Qui êtes-vous sur le terrain? C'est marrant que vous dites ça parce que la mère d'un ami à moi, Thabo Sefolosha, la première fois qu'on m'a rencontré, j'ai passé le week-end chez eux, donc elle me voyait tous les jours au quotidien, j'étais vachement calme et tout. Et elle est venue à un match et elle a pété les plombs. Elle s'est dit, mais qui est cette personne? Qui est ce monstre? La débauche d'énergie, en fait, c'était n'importe quoi. Un vrai exutoire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Michael. Michael Mokongo, c'est déjà la fin de cette émission. Joueur de basket, responsable de l'organisation de stages de basket. Merci à toi, Marine. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.